קשדתאי, أيمة، دار البيضة، سخونية، فرحت لي كلبي. C'est la même chose depuis des années. Et tu viens toujours, tu t'assois tous les 2 ans sur le... Tous les 2 ans, sauf il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, c'était prévu au mois de mars 2020, la présentation du film Yiddish, qui n'a pas pu avoir lieu pour les raisons qu'on sait. Donc d'abord, c'est très agréable de pouvoir se retrouver face à ton film. Et précisément parce qu'il y a une présence physique très forte des personnes et de leur langue. C'est assez impressionnant comment on arrive à filmer une langue, filmer des mots, filmer la corporalité de la langue. On le voit évidemment dans la dernière séquence, mais on le voit partout en fait. Et bon, ça on l'avait vu dans d'autres films, hein, même dans Signé évidemment, c'était peut-être même encore plus fort, mais je trouve que là c'est très fort aussi. Et cette corporalité qui vient d'une langue qui est pour partie perdue, en tout cas avec le sentiment que quelque chose est perdu, même si les personnes que tu as choisi de filmer sont des personnes très articulées, qui ont un rapport à la langue, voilà, il me semble très articulé, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, peut-être pas à cette langue dont ils parlent, mais ils en parlent dans une langue qu'ils maîtrisent complètement, et je trouve qu'il y a un contraste entre la langue perdue, ou les mots qui restent, et puis cette façon d'habiter pleinement une langue d'après, ou une langue maternelle pour certaines ou certains d'entre eux. Et je voudrais faire quelques remarques. Donc la première, ce qui m'a frappé, c'est que donc on retrouve la fenêtre qui est au départ de presque toutes les séquences de presque tous les films. Mais là, les personnes sont filmées de dos. Et j'ai trouvé très beau cette idée qu'on va vers cette langue perdue, comme si on s'enfonçait dans quelques lieux obscurs, un peu indistincts, ou presque à reculons, puisque ces personnes commencent à parler, elles sont toujours de dos, donc un peu comme on rentrait dans la mort dans l'Antiquité, c'est-à-dire il y a quand même une expérience particulière de rentrer dans ce lieu obscur, même si certaines personnes parlent quand même ces langues, mais au fond elles le parlent parce qu'elles l'enseignent ou parce qu'elles en ont fait une spécialité, je dirais. C'est le cas de Jonas Sibony ou de Lynn Amselem. Et c'est pas un usage social, affectif, courant. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la perte. Elles la connaissent encore, mais elles ne la transmettent pas forcément. En tout cas, c'est pas un usage, disons, affectivo-social comme celui que leurs grands-parents, leurs grands-mères pouvaient avoir. Non, rien dit qu'il n'a plus personne au monde avec qui il peut parler cette langue. Oui. Donc il y a bien oui, quelque chose de l'ordre de la perte. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'à la fois tu filmes la langue et en même temps tu filmes sa perte. Mais sans que ça soit particulièrement mélancolique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est peut-être lié à cette matérialité, qui est le rapport aussi entre l'image et la langue. Parce que moi j'ai lu beaucoup de textes sur ces langues perdues, que ce soit Le deuil de l'origine de Régine Robin, ou je voulais parler aussi du texte de Canetti, qui est d'une autre nature, mais souvent ce sont des textes ou même des poèmes qui sont extrêmement mélancoliques dans le rapport à cette langue perdue. Et j'ai trouvé que là, dans la manière dont tu amenais ces personnes à les retrouver, à dire des mots, et avec des mots qui renvoient
beaucoup à l'enfance, beaucoup à la cuisine, à la mère en fait, enfin au maternel on va dire, pour pas identifier de manière genrée, mais je veux dire en tout cas au maternel et à l'enfance, il y avait quelque chose de joyeux hein, dans cette façon dont cette langue revenait. Et ça, je trouve que c'est très particulier par rapport à toutes les réflexions que j'ai pu lire sur le yiddish ou sur le ladino, le judo-espagnol, enfin des textes que j'ai été amenée à lire comme ça au cours de mes réflexions aussi sur la traduction et sur les langues. Et est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que si c'est trouvé que les personnes avaient, je sais pas comment dire, globalement ce rapport à part peut-être l'avant-dernière, je ne sais plus son nom, Anne Zor. Oui, Zor, qui a un rapport peut-être plus douloureux. Mais je trouve que les autres arrivent à restituer un bonheur du rapport à cette langue retrouvée, disons, ou dans la manière dont elle reste. Mais je crois que Zor aussi, parce qu'elle a écrit le livre entier autour de... Je Oui. crois que chez elle, je réponds juste par rapport à Zor, parce qu'on y est, je crois que dans ce qu'elle lit, elle dit quelque chose de l'ordre de la dépression, mais pas à cause de la langue perdue, au contraire, parce qu'en fait, quand elle parle de ce mot rima, elle dit qu'elle a compris que c'est une... Elle dit en hébreu charmouta, qui est encore pire que garce. Hein. C'est vraiment cette garce qui domine sa mère. Elle dit c'est cette garce qui domine, qu'elle a compris. Elle ne savait pas parce que la mère a dit, ces mots étaient jamais traduits. Donc Zohar, pendant des années, elle les comprend toujours différemment. Elle dit c'est cette garce qui domine sa mère. Elle dit un jour elle va me dominer moi. On va la porter toutes les deux. Il n'y a rien à faire. Et les mots, c'est quelque chose de l'ordre de oppression, dépression, la lourdeur, mais c'est... Elle dit, on va la porter toutes les deux. Donc elle dit comme si le destin de la mère, qui est dans ces mots que la mère dit dans l'autre langue, qui est la dépression, c'est son sort à elle. Et en même temps, comme elle écrit très joliment, je crois que je retrouve, moi, quelque chose de l'ordre de la joie de pouvoir l'écrire. Je ne sais pas, c'est-à-dire que... Et je crois que tout le monde dans le film, ceux qui sont là, ils en font autre chose. Et c'est pour ça... Oui, mais c'est un parti pris de toi ou c'est eux qui... Ça s'est trouvé comme ça, que c'était une expérience partagée? C'est comme tu veux. Non, mais je crois que j'ai... Non, mais bon... Non, parce qu'entre tout ce qu'on sait avant et ce qu'on sait en cours de route et comment ça devient ça, oui, j'ai cherché des gens qui en ont fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la perte, parce qu'ils sont en train de construire quelque chose d'autre à partir de cette autre langue, mais il a construit, comme tu as dit, dans une autre langue. Parce que c'est ou en français ou en hébreu. Mais ou dans cette langue inventée par Anak, la dernière. Oui, qui montre comment finalement on peut restituer la musicalité d'une langue et être attentif finalement à d'autres manières de parler la langue, parce que ça m'a fait réfléchir, c'est des questions sur lesquelles je travaille un peu à l'occasion de ma réflexion sur la traduction, mais les langues qui meurent, on sait bien, les linguistes ont montré qu'au cours de l'histoire, il y a des milliers et des milliers de langues qui sont nées et qui sont mortes. Mais en revanche... Ce qu'on peut signaler aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération absolument considérable de la disparition des langues et que selon les prévisions, disons, dans le siècle dans lequel nous sommes, hein, c'est entre 60 et 80% des langues qui existent qui vont disparaître. Donc c'est un peu comme les espèces, c'est accéléré. C'est la question des langues qui meurent, c'est une question... Enfin, c'est pas du tout nouveau, mais en revanche, l'accélération de la mort des langues, c'est très nouveau. Donc je trouve que c'est fort aussi de faire un film là-dessus, dans ce contexte-là. Et donc ça nous invite aussi à prendre soin des langues
et aussi à prendre soin de différentes manières de penser la langue ou d'être attentif aux langues. Et je trouve que cette manière de restituer aussi une langue perdue en musique, comme le fait la dernière personne que tu interroges, c'est très beau aussi dans le soin que l'on peut prendre de ces langues qui disparaissent ou de ces langues qui sont perdues. Et effectivement, donc je comprends que c'est un choix de ta part, que ce soit des personnes qui aient fait quelque chose de cette perte. Et tu insistes en effet plus sur des mots qui restent plutôt que des langues perdues. Donc c'est évidemment aussi un choix. Alors je pensais effectivement, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite pensé à une scène très très forte qui est l'ouverture de La langue coupée d'Elias Canetti, qui est le premier tome de l'autobiographie d'Elias Canetti, qui lui parlait judéo-espagnol. Et sa description, donc je l'ai apporté, je voulais relire un petit passage, parce que sa description de la ville de Routchouk, en Bulgarie, ça peut faire penser aussi à des capitales d'aujourd'hui, peut-être à Tel Aviv, dont tu dis que c'est une ville aussi où... Enfin, c'est aussi t'y as pensé parce que c'est une ville où on parle toutes les langues. Et, on parlait toutes les langues. On parlait toutes les langues. Ça parle encore beaucoup de langues. Ouais. Donc Routchouk, sur le Danube inférieur où je suis venue au monde, était une ville merveilleuse pour un enfant. Et si je me bornais à la situer en Bulgarie, on se ferait un coup sûr une idée tout à fait incomplète. Des gens d'origines diverses vivaient là et l'on pouvait entendre parler 7 ou 8 langues différentes dans la journée. Hormis les Bulgares, le plus souvent venus de la campagne, il y avait beaucoup de Turcs qui vivaient dans un quartier bien à eux, et juste à côté, le quartier des séfarades espagnols, le nôtre. On rencontrait des Grecs, des Albanais, des Arméniens, des Tziganes. Les Roumains venaient de l'autre côté du Danube, ma nourrice était roumaine, mais je ne m'en souviens pas. Il y avait aussi des Russes, peu nombreux, il est vrai. Enfant, je n'avais pas une vision d'ensemble de cette multiplicité, mais j'en ressentais constamment les effets. Et alors, il raconte juste avant, ce chapitre-là commence par une fable, une allégorie, qui donne son titre d'ailleurs à ce volume, où il raconte que quand il était petit, il avait une dame qu'il gardait, une jeune fille, qui avait un amoureux, et les parents du petit Canetti ne savaient pas qu'elle voyait son amoureux en cachette. Et il dit, donc mon premier souvenir d'enfance est baigné de rouge, parce que cet amoureux lui avait dit, montre-moi ta langue, si tu dis ce que tu as vu, je te couperai la langue, je vais te couper la langue. Et ça devient, et c'est la première scène de cette autobiographie, cette scène se situe avant ce que je viens de vous lire. Donc ce que je viens de vous lire montre une évolution enfantine heureuse entre les langues, mais commence quand même par un rêve de castration de langue qui est tout à fait explicite et fascinant, et qui dit cette ambivalence aussi par rapport à la langue perdue. Bon, tout le livre, en fait, concerne la langue, parce que donc il raconte son rapport donc au judéo-espagnol, à l'hébreu, puis à la langue secrète de ses parents qui était l'allemand, langue qu'à la mort du père, la mère va faire ingérer de force à l'enfant, qui deviendra un écrivain de langue allemande. Donc il y a tout justement en allemand. Il a écrit. Comment s'appelle? Je cherche les titres originaux. Die gerettete Zunge, la langue sauvée. Voilà. Et c'est vraiment un livre qui m'a paru être vraiment, comment dire, être le terreau de ce film, bon, texte qui a été écrit il y a 40 ans, hein, ça a été publié dans les années 80, oui, au moins 40 ans, 40-50 ans, mais qui dit beaucoup, qui m'a fait... Non, tu sais, c'est rare qu'on dise Zunge pour langue en allemand. Hein. Oui, je sais. Donc, mais parce que là, il s'agissait de la langue... De la langue, oui. C'est ça. Et c'est assez rare qu'en allemand, on utilise, parce qu'on dit Sprache. Oui. Et du coup, il a utilisé ça. Il a Zunge, pour que la langue, comme en français, soit la langue. Hein. On n'entend pas, nous. Micro. Ah oui, parce que j'étais avec ma langue.
Et oui, parce qu'en français c'est le même, en hébreu aussi c'est le même, et en allemand normalement c'est deux mots séparés et qu'il appelle Geräte Tetsu. Oui, oui, il choisit le terme concret corporel. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y a une des personnes dans le film qui distingue en hébreu entre lèvres et langue, et que les deux renvoient. C'est-à-dire qu'en fait en hébreu on dit pour la langue Ouais, safa, qui est c'est la la lèvre. Mais la langue se dit aussi la shon, aussi, on utilise aussi, qui est la langue. Plus l'aspect, les règles de fonctionnement de la langue qu'on appelle la shon en hébreu. Et safa, c'est la vie de la langue en général. Je crois que c'est ça la distinction entre les deux. En tout cas, cette distinction est rappelée à un moment dans le film. Dans celui-là? Oui. Ah oui, c'est justement Zohar, par Zohar. Zohar, oui. Oui. Mais dans mes films, le nom de mes films, il y a le premier s'appelle d'une langue à l'autre, Misafa les Safa. Et langue sacrée, langue parlée, ça s'appelle le Shon Kodesh, la Shon Kodesh, Sfat Rol. J'ai joué déjà entre la Shon et Safa. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que deux des personnes présentent cette langue perdue aussi comme une langue interdite. Et il y a cette question de l'oppression aussi qui vient s'ajouter à celle de la perte, qu'on voit aussi un petit peu dans cette scène dont je viens de vous parler de Canetti. Et est-ce que c'est aussi quelque chose vers laquelle tu voulais aller, cette question de la violence aussi infligée à la langue, par la langue, ou les histoires de violence qui s'inscrivent dans ces histoires de langue, c'est-à-dire que finalement, derrière ces histoires, malgré ce que ces personnes en ont fait, etc., il y a quand même beaucoup d'histoires de violence, d'exil, de déplacement, Voilà, l'histoire de Anna Angelopoulos étant une des plus violentes de ton film. Oui. Oui, pour elle, il y a deux manières d'interdire. Là, chez Anna, c'est la langue interdite par sa mère, qui était, elle ne savait pas, elle raconte qu'elle ne savait pas jusqu'à l'âge qu'elle savait qu'elle était juive, du tout. Mais elle ne savait pas qu'elle avait perdu toute sa famille, elle ne savait rien. Elle ne savait rien. Et en fait, il y a son cousin qui était là, je me rappelle qu'elle m'a raconté que quand même la mère a parlé avec la famille de cousins. C'est-à-dire, donc, il y avait un cousin avec qui au téléphone, parce qu'en temps Anna, elle a parlé en judo-espagnol, mais lui, il avait 11 ans quand Anna avait 5, et la mère a dit au cousin petit de 11 ans, s'il te demande quelle langue on parle, tu dis que c'est du français. Donc, elle a prévenu les petits que si jamais elle demande. C'était idiot parce qu'Anna est allée très tôt apprendre le français à l'école. Bon, bref. Mais comment interpréter cette interdiction? Bon, là, on peut avoir l'impression que c'est une sorte de déni qui est lié à la violence de l'histoire que la mère a subie. La mère avait honte. Mais il y a aussi la question de la honte, justement, parce que on a l'impression aussi que ces langues, elles se sont perdues parce qu'elles ont été écrasées par des langues plus dominantes, des langues d'intégration, donc derrière, il y a tout aussi la question de la hiérarchie des langues. Mais là, avec la mère avait honte qu'elle a survécu. Donc, il y avait toute une histoire de honte par le fait même qu'elle a survécu. Il y a sûrement de la peur aussi. Pardon? Oui. Il y a sûrement de la peur aussi. Sûrement de la peur? De la peur. Il y a sûrement de la peur aussi. Le fait de ne pas transmettre la langue, c'est aussi ne pas exposer l'enfant à être reconnu. Oui, et à être persécuté à son tour. Bien sûr, parce que ça va de pair la non-transmission de la langue avec la non-transmission de la judéité dans ce cas-là. Mais dans l'autre cas... Mais ce qui est extraordinaire avec Anna, je crois vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'elle, donc la langue interdite, elle ne la parle pas. Quand elle est au Parlement, parce que je connais Anna depuis 40, c'est-à-dire que je me rappelle, quand elle m'a dit, un jour, je me rappelle vraiment qu'elle m'a dit, tu sais, au Parlement européen,
elle a traduit de l'anglais et du français vers les Grecs. Oui, ce qu'elle Et à un moment donné, ils ont dit au Parlement, c'est lui qui apprend une autre langue, on donne je ne sais pas quoi. Donc, elle dit, tu sais, j'ai appris l'espagnol, je me suis inscrit à l'espagnol. Je crois qu'à l'époque, je n'ai pas lié l'un à l'autre, hein, donc l'espagnol. Et comme elle est spécialiste de contes, surtout du Balkan, elle a trouvé ce texte traduit par Cynthia Cruz, non pas traduit, transcrit en lettres phonétiques de Cynthia Cruz, Oui, Cruz. Oui, qui est allée parler avec les blanchisseuses. Donc elle a transcrit une langue que Cynthia ne comprend pas du tout. Donc elle écrit en phonétique. Anna trouve ce texte en phonétique. Elle essaye de les comprendre pour les traduire en français. Et en essayant de déchiffrer, elle a dit c'était quoi, et tout d'un coup elle dit ah c'est ça. Et c'est des mots de sa mère, c'est-à-dire le tour par quoi, quel tour et de tour elle fait par quoi, et en plus lesquelles lettres, hein, parce que Anna elle lit pas en lettres hébraïques, mais c'est les lettres phonétiques de l'anglaise qui sait pas le juif pour retrouver tout ça, pour retrouver les mots de sa mère. Oui, c'est complètement fascinant. De toute façon, toute l'histoire vise à contourner cette interdiction et retrouver ce qui a été, là pour le coup, pas simplement perdu, mais vraiment, vraiment interdit, dénié, refoulé. C'est vrai que c'est très impressionnant. Et aussi, c'est ça qui est frappant, je trouve, dans toutes ces histoires, c'est la manière dont ces langues orales passent par l'écrit. Et d'ailleurs, tu prends soin de faire lire pratiquement toutes les personnes, me semble-t-il. Pas simplement pour montrer les lettres hébraïques qui transcrivent différentes langues, même si ça c'est assez fascinant, mais aussi parce que voilà, là aussi il y a des mots qui restent, puisqu'ils ont été transcrits. Et ceux-là vont rester, peut-être. Oui, mais c'est... Encore, oui. Oui, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des langues qui disparaissent, qui sont des langues exclusivement orales, et la plupart des langues qui disparaissent sont des langues qui n'ont qu'une transmission orale. Et là, il y a quand même eu pas mal de passages par l'écrit, et toujours de la même manière, et c'est assez fascinant de voir que c'est exactement avec les mêmes lettres qu'on écrit l'espagnol, le persan, l'arabe. Oui, et pour des personnes, toutes ces grands-mères dont il est question, ces mères, etc., qui n'écrivaient pas elles-mêmes. Je dois quand même raconter, avant de venir, j'ai lu juste qu'on a trouvé aujourd'hui, ou hier, je sais pas, ou ce jour, je sais pas, un texte qui doit être le texte le plus vieux qu'on connaît, qu'on a trouvé là-bas, en palais, je ne sais pas comment l'appelait, le pays. Et Israël, Palestine, Eretz Israël, tout ce qu'on veut. Et que c'est un texte, ils disent, de 13e siècle avant, écrit en hébreu, pas avec les lettres carême avec l'écriture d'avant, il y avait un hébreu d'avant, et que dans le texte, il y a le nom de Dieu que moi, je mets ici, hein, dans le film. Je fais là pour le film. Mais... Et que dedans, il y a ces quatre, les tétragrammes, écrits 13e avant. Hein, et que j'ai lu le texte, c'est vraiment un texte c'est la malédiction. Hein, mais moi, aujourd'hui, je sais, c'est-à-dire que je comprends l'hébreu c'est les mêmes, c'est les mêmes hébreux, c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes. Hein, parce que je comprends. C'est quand même impressionnant de retrouver ça, quoi, par rapport à l'écriture. Et je crois que je suis très émue par... C'est-à-dire que peut-être c'est ça la raison pour laquelle je commence tout le début, pour qu'on voit, et on voit les lettres, et qu'elles soient très charnelles, hein, les lettres. Oui, très,
très charnel, c'est aussi parce que tu fais des films et que tu t'intéresses à cette idée de comment on filme la langue, comment est-ce que même on la prend en photo en quelque sorte. Et donc il y a et tout ce rapport effectivement performatif de la malédiction, de la bénédiction qui revient à plusieurs endroits. Et je voulais savoir si c'était intentionnel de ta part de leur avoir fait prononcer comme ça devant la fenêtre de simples mots, avec l'impression qu'on fait naître un monde comme ça, par petits fragments. On fait naître un monde avec quelques mots comme ça qui feraient advenir, un peu comme une parole performative. Oui, mais oui. C'est ton choix. Oui. Je leur ai dit de dire 5 ou 6 mots comme ils veulent de leur enfance. Bon, les mots. Donc, oui, mais on voit bien que parmi eux, il y en a qui ne connaissent que quelques mots ou qui retrouvent que quelques mots, alors qu'il y en a qui pourraient dire des phrases entières. Donc c'est quand même un choix de leur demander des mots. Oui, j'ai demandé des mots. Et donc de donner une certaine puissance aux mots. Oui, aux mots. Au-delà de la langue, il y a quand même une différence entre la langue et les mots. Oui, je reviens à la langue interdite, parce qu'elle est chez Anat, où le père anglais dit qu'il ne faut pas parler, qu'il faut parler que l'hébreu. Donc il interdit que la mère et la grand-mère parlent le persan à la maison. Donc c'est une interdiction qui était dans l'idéologie dominante. Moi, je soupçonne vraiment qu'ils ne supportaient pas que ces deux-là qui parlaient tout le temps. Mais j'en reviens du coup à cette question de la domination, parce que ces langues disparaissent, parce qu'elles sont prises dans des histoires d'oppression et de violence absolument terribles, et que finalement elles continuent à les subir par la suite, comme ça, dans cette domination masculine et de la langue anglaise, hein, tout en même temps dans le cas de... Oui, mais il a parlé que c'était qu'elle hébreu. Hein. Oui, okay. Mais ces langues sont aussi toujours dominées par une langue plus puissante qu'elles, parce que rien que le fait qu'elles s'écrivent en caractère hébraïque, c'est aussi qu'elles sont déjà sous une forme de domination de l'écrit sur l'oral, de l'hébreu sur ces langues vernaculaires. Et ça continue, quoi. C'est-à-dire que ces langues ne se sont jamais affranchies d'une forme de domination. Et c'est quand même étonnant qu'elles soient presque toujours placées du côté des femmes hein, dans toutes ces histoires. Mais ce qui est intéressant, que Anat m'a raconté, ce qu'elle ne dit pas, elle a raconté que quand sa grand-mère était déjà morte, et elle a demandé à sa mère au téléphone, est-ce qu'elle peut lui dire une conversation, si elle peut reconstruire une conversation. Ce que la mère a fait, et Anat l'a transcrit. Et comment Anat l'a transcrit? Évidemment, lettre hébraïque. Sans savoir que c'était ça qui était fait toujours. C'est-à-dire comme Anat savait écrire, disons que l'hébreu, elle transcrit en lettres hébraïques, et c'est ce que les juifs ont toujours fait, parce que les garçons étaient alphabétisés en hébreu. Hein. Donc, quand ils transcrivaient les autres langues, mais Anat, en fait, faisait la même chose. Et quand elle a fait ça, finalement, ce qu'on voit qu'elle chante, c'est un peu la conversation entre sa mère et sa grand-mère, qu'elle a transcrit, mais après, elle a laissé complètement de côté la langue avec son sens. Il y a un mot qui est gardé, que je ne sais pas que je connais, mais c'est une amie persan qui m'a dit, elle dit dachter. Et en fait, dachter, si tu as, c'est tochter, daughter, hein, et c'est là, et en fait, en persan, c'est la fille. Donc il y a l'allemand, l'anglais, etc. Donc c'est là. Et quand je lui demande, c'est pati, c'est quoi? Elle a dit, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ma mère, parfois, quand elle voulait me dire comme ça un mot d'amour, elle m'a dit pati. Mais en fait, elle ne sait même pas ce que c'est. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que là, c'est un cas extraordinaire de transfiguration de la perte, parce que c'est assez beau aussi l'idée de la perte de sens. C'est-à-dire qu'elle transforme la perte de la langue en perte de sens pour ouvrir, pour ouvrir quelque chose d'assez vertigineux. C'est vrai que... et je connais Anat depuis toujours, non pas toujours, mais depuis très très longtemps,
Je me rappelais vaguement qu'elle était d'origine persan ou moitié. Mais bon, c'était là, un jour, quand je préparais les films, je l'ai appelée pour demander est-ce qu'il n'y a pas... J'ai dit, j'entends un peu l'accent persan. Elle a dit, oui, tu entends un peu, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que l'ensemble de ce qu'elle fait, c'est persan dans ses oreilles, sans qu'elle connaisse l'essence de ce qu'elle dit.